S'il y a quelqu'un qui peut nous parler d'une légende de la chanson comme Dalida l'a été éternellement, c'est bien Orlando. Personne d'autre n'a la vérité sur qui était véritablement Dalida. Vous, son frère Orlando, vous savez, vous êtes celui qui l'a le mieux évidemment connu et peut-être le plus aimé. Oui, en quelque sorte, j'étais le témoin de son histoire et par la force des choses, je suis devenu le gardien de sa mémoire. Oui. Oui, bien sûr, parce que on était très proches, tout en respectant l'intimité, la vie privée de l'autre. C'est-à-dire, étant donné que j'ai eu la chance de prendre sa destinée et sa carrière en main vers les années 66, voilà, c'est ça, 1966. Donc, par la force des choses, je la côtoyais souvent pour le travail. Oui. Mais une fois que le travail, disons, était terminé, chacun avait sa liberté. On n'était pas, parce que ça aurait été insupportable de travailler, en plus de se voir tout le temps, mais on avait des rapports extraordinaires, comme un frère et une sœur. Et vous savez, entre un producteur et un artiste, on ne dépasse jamais la limite. Mais entre un frère et une sœur, des fois, on dépassait un peu la limite, voilà. Ouais, mais il y avait un grand respect réciproque, et il y avait en même temps le son italien, soupolé, quand on n'était pas d'accord. Ça montait, voilà. Vive le vent. Ça, c'est encore une production qu'on vous doit, Orlando. C'est magnifique. C'est Dalida en version 2023 de cette chanson. Ce sont des chansons de Noël, ce sont des chansons d'enfance. Écoutez la voix réorchestrée de Dalida. Tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Quel là le vent, qu'il siffle dans les branches, il souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va. Vous allez nous faire danser là-dessus, hein, Orlando. Oui, j'ai voulu faire un arrangement, une orchestration rythmée comme l'époque le demande, et que puisse ce soit festif, car dans les maisons et tout ça, quand ils vont la mettre, ils vont danser, ils vont chanter. On va chanter avec le Père Noël, peut-être qui arrivera par la cheminée, hein, on l'espère. Hein. Non, il n'y a plus personne qui croit vraiment au Père Noël. Chut, 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 attention Orlando, il ne faut rien révéler des secrets. Petit Papa Noël, encore, qui est sur ce disque. La voix, j'allais presque dire, de Dalida, qui s'approprie n'importe quel air, comme ça devient du Dalida. Écoutez ça. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. C'est magnifique, elle chante cette chanson d'enfance. Ça veut dire beaucoup pour elle aussi. C'est hein. touchant, bien sûr que oui. Ça me rappelle l'enfance. Ça me rappelle le 24 décembre, beaucoup plus tard en France. Quand on se réunissait, c'était une date que Dalida n'acceptait pas de chanter parce qu'elle aimait bien réunir dans sa grande maison de Montmartre la famille, c'est-à-dire la famille, on n'était pas une grande famille. Il y avait ses frères, ses neveux, sa cousine qui était commissaire pour nous, qui a été sa secrétaire jusqu'à la fin, voilà, et quelques amis intimes. Et c'était le repas de Noël, voilà, Ouais. tout simplement comme toutes les familles. Il y a une autre chanson que j'adore de Noël qui est sur ce disque, c'est Noël blanc. Alors là aussi, c'est le monde de l'enfance et du rêve. Et finalement, c'est ce qu'elle a fait toute sa vie, Dalida, c'est apporter du rêve. C'est vrai, elle a eu plusieurs titres, appellations, la chanteuse de l'amour, l'orchidée noire, Mademoiselle Cécile surtout. Et ça dit que Dalida, elle avait quand même un don extraordinaire et qu'aujourd'hui, ça fait la longévité de sa carrière, car elle était intemporelle et physiquement et vocalement. Dalida a une voix spéciale, elle avait une phrasée spéciale, et puis le tout, disons, coiffé par cette énorme personnalité qu'elle avait, elle avait du charisme. Ça veut dire qu'elle avait beaucoup d'arc à son violon, et Dalida c'était un tout, pas simplement
une chanteuse. Moi, j'ai souvent dit que Dalida, quand on l'entend interpréter les chansons, qu'elle était une comédienne de la chanson. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle reprenait des airs du folklore. On va entendre Le Temps des Fleurs, qui va être un énorme succès, qui est un classique de son répertoire et qui donne envie de danser. Et elle dansait beaucoup sur scène. C'est-à-dire qu'elle a apporté quelque chose de nouveau quand elle est arrivée au musical chez nous en France, ici, parce qu'avant les chanteuses, à l'époque, chantaient tout droit, les bras le long des hanches, en robe noire peut-être. Dalida est arrivée, elle a balayé tout ça, elle a bougé sur scène, elle a pris le micro, et bien sûr, tout ça, c'était l'interprète, et beaucoup plus tard, dans les années, un peu avant les années 80, c'est-à-dire c'était les années 70 jusqu'en 80 qu'elle a commencé à bouger, à chanter du rythme, à danser, et surtout quand elle a fait son show au Palais des Sports, comme on disait à l'époque, un show à l'américaine, après le passage qu'elle avait eu, le triomphe à New York. Et donc, c'est là qu'il y a eu la nouvelle Dalida, époque disco, époque robe du soir, non pas robe du soir, robe très décolletée, la robe fondue, et puis une Dalida qui a appris à danser, tout ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il y a plusieurs Dalida qui font que Dalida, aujourd'hui, elle est toujours là. Et une Dalida, il n'y en avait qu'une, il n'y en aura jamais qu'une éternelle, et cette voix. Écoutez Le Temps des Fleurs. On demande souvent la longévité du succès de Dalida. Mais c'est simple, parce que Dalida avait dans ses cordes vocales, c'est extra, la diversité du répertoire, des mélodies. Elle pouvait avoir des cris déchirants quand elle chante « Je suis malade », qu'elle est vraiment malade, qu'elle crie, qu'elle est déchirée, et puis avoir ce velours de la voix comme dans la chanson qu'on vient d'écouter là, et après elle était devenue aussi, à cause de tous les drames qu'elle a eu dans sa vie, elle a mis au service de son art toutes les expériences qu'elle avait eues. J'aime pas le mot malheur, mais dans le drame qu'elle avait eu, et que ça s'est ressenti dans le choix de ses chansons et dans l'interprétation. C'est de là qu'est devenue la grande Dalida, la Vestale Blanche, chantant les textes des grands auteurs et tout ça. Donc c'est toute cette diversité qui font que Dalida reste Dalida et qu'elle traverse le temps avec une aisance déconcertante. Écoutez cette chanson moins connue qui figure sur ce CD, qui nous parle de l'histoire d'un petit garçon. Écoutez ça. Ah, un chef-d'œuvre, ça, ouais. Luca. Il faut rentrer. Donne-moi la main pour traverser Lucas. T'es drôle avec tous tes paquets, le petit Snoopy, le grand Mickey. Ils sont 2 fois plus hauts que toi, Lucas. Et qu'est-ce qui fait beau en Provence de vivre ici, t'as de la chance. C'est comme si j'étais en vacances, Lucas. Elle est bouleversante quand elle La chante. façon qu'elle dit les mots, c'est de l'art, vraiment. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire, oui, elle chante ce petit garçon qu'elle n'a jamais eu, elle n'a jamais eu d'enfant, Dalida. Et la seule fois qu'elle a eu la possibilité d'avoir un enfant, ça ne se présentait pas comme elle aurait souhaité. Ça a été un moment difficile de sa vie où elle venait et se sortait de son premier suicide. C'était avec un garçon qui s'appelait Lucio. Lucio, donc, et ça veut dire que quand ils l'ont sauvée, elle était sauvée physiquement, mais à partir de là, elle a dû sauver son psychique. Ça veut dire que physiquement, elle était guérie, mais pas psychologiquement. Alors donc elle a dû faire un travail énorme. Et c'est là, au moment qu'elle traversait toute cette crise et qu'elle a commencé à lire, qu'elle a vraiment, comme elle dit, elle, j'ai passé les 4 années d'hiver, qu'elle est allée même jusqu'à pour voir un sage en Inde. Et c'était presque une retraite, tout en chantant, il y avait une retraite Dalida. Elle disait toujours, c'est la descente des enfers qu'elle a eue pendant 4 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré
un jeune homme qui s'appelait Lucio, qui avait 22 ans. Oui. Oui, et qu'ils se rencontraient parce qu'il était un grand fan de Luigi Tenco. Luigi Tenco, pour les gens qui ne le savent pas encore, ça a été un amour de Dalida, un amour un peu comme Roméo Encore et un amour Juliette. tragique, oui. Non, ça a été le premier amour tragique parce que, bon, ils avaient défendu la chanson sans la cérémonie, la chanson n'avait pas été retenue. Lui, il s'est suicidé, c'est Dalida qui l'a Il découvert. se suicide le soir de son échec dans un concours à la télévision. Exactement. Oui. Un mois après, Dalida a essayé de le rejoindre. Elle a été sauvée in extremis après 5 jours de coma. Et à ce moment-là, donc, de là est née la nouvelle Dalida. Dalida n'a pas été la même. Et à ce moment-là, elle a rencontré, parce qu'elle était souvent en Italie, elle passait une période d'une popularité énorme en Italie, autant que la France. Elle a rencontré ce garçon qui est venu lui parler de Luigi Tenco avec les poèmes des chansons de Tenco. Et donc, ils sont devenus très amis parce qu'ils parlaient, ils parlaient. Et puis, ce qui devait arriver est arrivé. Mais elle est tombée enceinte de lui. Oui, j'allais le dire, elle est tombée enceinte. Personne ne l'a su à part ma cousine Rosie et moi, ni ma mère, ni mon frère. Elle n'a pas voulu les garder malgré que nous, on lui avait dit qu'elle pouvait les garder. Mais à l'époque, c'était un peu difficile. Ensuite, elle disait, il est trop jeune, je ne veux pas gâcher l'avenir de cet homme-là, je ne peux pas. Et deuxièmement, étant donné qu'elle sortait de son suicide, elle a dit, j'ai plein d'angoisses, je ne veux pas transmettre à mon enfant les angoisses que j'ai actuellement. Donc elle avait peur. Oui. De ne pas avoir de bonnes ondes vis-à-vis de lui, qu'elle a préféré se séparer. Oui. Mais par contre, elle a payé cher parce que... Elle a payé parce qu'elle s'est fait avorter. Interdit. Oui. Donc elle s'est fait avorter en Italie. Ça ne s'est pas bien passé. Et à partir de là, ça lui a empêché d'être mère pour toujours. Elle est devenue stérile. Oui. Elle est devenue stérile. Et bon, ça a été un drame pour elle et pour nous aussi. Oui, tout ça, ce sont des moments incroyables. On va voir des images que, grâce à vous, Orlando, on peut montrer. Ce sont des images extrêmement émouvantes qui nous emmènent dans ce pays, évidemment. Regardez, cette Égypte de l'enfance de Dalida, quand elle retrouve la maison de son père. Écoutez et regardez. Je suis né, viens me parler du temps de mon père, dans la maison où j'ai tant aimé. Mon Dieu, cette maison qui était blanche, comme elle est devenue. Il n'y avait pas les 2 balcons là-haut. C'était la terrasse. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Ce sont des images bouleversantes, Orlando. C'est très émouvant. Oui. Mais c'est bien sûr que ces images-là, on les a filmées à son retour, donc plusieurs années plus tard, qu'on avait eu du mal pour reconnaître la maison et la rue, parce que à l'époque, on vivait là-bas, la maison elle était toute blanche,
il y avait peu de maisons dans les quartiers. C'était une forte colonie entre Italiens, Grecs et Arméniens. Et que quand elle est là, tout d'un coup, il y avait plein de maisons qui auraient été construites. Vous voyez dans quel état la rue et la maison. Donc elle avait eu un double choc parce que d'abord, l'émotion de retrouver la maison de son enfance et ensuite, franchement, de la voir dans cet état, ça a été quand même très fort. L'émotion, elle a été doublée. Et puis de cette maison, on l'entendait dans cette chanson de la maison de son père. Oui. Ce père qui va être prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, italien, en Égypte. Mais tous les Italiens avaient été... Parce que l'Italie était en guerre, elle n'est pas contre l'Égypte, mais l'Égypte était sous protectorat anglais, donc c'était anglais. Donc, et tous les Italiens vivant au Caire avaient été internés dans le désert à Fayed. Et mon père, comme tous les autres Italiens, est resté pendant 4 ans le temps de la guerre. Et quand il est rentré, il était un homme fini, un homme déchiré par la vie. Violent, malade. Peut-être violent avec Yolanda, avec sa Malade, fille. il était et il est mort. Il est parti 10 mois après, simplement 10 mois après. Mon père était violoniste à l'Opéra du Caire. Peut-être que l'amour pour la musique, qu'il soit Dalida et moi-même, on l'a hérité de notre père. À force de l'entendre jouer le violon, son force, je me rappelle toujours quand j'entends l'air de la damnation de Thaïs, ça me fait quelque chose parce que c'était un morceau qu'il affectionnait particulièrement et qui le jouait beaucoup. On le connaissait par cœur. Notre culture initiale était l'opéra, était le classique. Nous sommes venus à la chanson grâce à Dalida beaucoup plus tard. Oui, mais quand je disais, détruit par la guerre, votre père n'est plus le même. Détruit. Et c'est vrai qu'il a pu être violent avec Dalida. Non, il n'était pas violent avec Dalida, il était violent tout court. Tout court avec tout le monde, même avec les gosses du quartier, tout ça. C'est bon, il avait aussi le travail. Et il n'y avait plus d'opéra, vous comprenez. Et donc, il a dû s'adapter avec des cabarets, tout ça, que ce n'était pas vraiment son style. Donc, il a souffert. Et bien sûr que même ma mère, personne ne le reconnaissait plus. C'était un homme détruit. Et qui... Et voilà. Bon, je peux... Si on peut parler d'autre chose. Oui, mais quand on dit ça, c'est qu'au fond, on a toujours dit que Dalida, toute sa vie, peut-être dans ses échecs amoureux, a essayé de retrouver ce père absent. Elle l'a dit elle-même. C'est pas vous et moi. Elle-même, elle a dit qu'à travers tous les hommes de sa vie, elle a dû rechercher son père. C'est pour ça qu'elle disait « Je ne les ai pas gardés parce qu'on ne peut pas garder son père ». Elle, qu'au début, elle détestait, ou plutôt, elle croyait détester son père parce que, comme on disait à l'instant, quand il était revenu, il l'avait plus reconnu. Il criait, tout ça, il était toujours nerveux. Et donc, elle avait fini par le détester. Mais en quelque sorte, beaucoup d'années plus tard, elle s'est aperçue que cette haine était plus proche de l'amour. Et donc, elle aimait vraiment son père, mais ça lui avait manqué. Elle avait eu un sens, quand il est parti, d'abandon. Exactement. Et à travers tous les hommes de sa vie, inconsciemment, bien sûr, elle a cherché le père. Oui, mais quel parcours que cette femme, quel courage. On va voir des images. Elle fait ses débuts au cinéma, elle en parle. Elle qui avait souffert d'une maladie des yeux, toute petite, qui a vécu dans le noir, elle aurait pu être aveugle. Même, ça veut dire que même ce combat, elle l'a gagné. Parce que quand elle était petite, bon, on va pas revenir, le docteur s'est trompé, elle n'a pas soigné comme il fallait, et donc elle a eu un problème, que ça l'a forcé à porter des lunettes, elle a dû être opérée ici. Et après, quand elle est devenue une jeune fille, avec l'opération qui avait stabilisé, et elle voulait se prouver qu'elle était devenue jolie. Elle s'est présentée au concours, 2 concours. Elle est sortie la première dauphine et l'autre l'a gagné, le titre de Miss Égypte. Même ces 2 filles, elle avait gagné, elle était devenue resplendissante. Et brune à l'époque. Regardez les extraits de ce film, Dalida brune. Ah, c'est le pré-film qu'elle a tourné, oui. Un'ombra silenziosa ci unisce così, tra le labbra c'è l'attesa d'un bacio così, anche l'anima più ansiosa può farci sentire la parola che può farmi morire. Elle s'appelait Dalila, et puis finalement Dalida. Oui. C'était le metteur en scène
qui avait trouvé le nom parce qu'il y avait sur les écrans le film de Samson Delilah avec Heidi Lamar, qui était très belle, et tout le monde disait que Dalida ressemblait à Heidi Lamar, Ouais. et le metteur en scène dit on va t'appeler Dalila, qui était un nom un peu commun en Égypte, voilà. Ouais. Et puis en venant en France, Alfred Machar, C'est le 25 décembre 1954. Voilà. Elle arrive en France. elle arrive en France après avoir tourné 2 films en Égypte. Et le deuxième film, c'était le Marco de Gastin, le metteur en scène, parce qu'on parle souvent avec, et c'est normal, on rend hommage avec Eddie Barclay et Lucien Maurice, Oui. qu'ils ont lancé Dalida, et c'est vrai tout ça, qu'ils sont Oui. occupés merveilleusement bien. Fameux les numéros 1 Mais- de demain, c'était le concours. Oui, mais on oublie souvent Marco de Gastin, parce que s'il n'y avait pas eu Marco de Gastin, qui la découvre en Égypte, qui lui fait tourner l'or de Pharaon, et ensuite qui l'amène en France, il a convaincu ma mère de la faire parce qu'elle chantait entre une prise et une autre du film. Elle a dit, mais avec une voix pareille, Dalida, vous devez venir en France. Ça va être énorme. Et donc, il est venu voir ma mère, bon, avec sa femme et tout. Il a assuré qu'il allait s'en occuper et tout ça. Mais c'est lui, le premier qui a cru en Oui. Dalida. Il n'y aurait pas eu Marco de Gastin, il n'y aurait pas eu Dalida en France. Oui, mais alors en France- on l'oublie souvent. C'est vrai. Mais alors, ce fameux numéro 1 de demain, donc c'est une audition. Il y a Eddie Barclay, Lucien Maurice, qui est le Et Bruno patron, Cocatrix. patron des variétés sur Europe 1. Exact. Et Bruno Cocatrix, le patron de l'Olympia. Et ils découvrent cette jeune femme venue d'Égypte. Ils sont subjugués. Une Italienne déjà. Oui, subjugués. Eh oui, c'est ce qui s'est passé. Oui. La preuve, un est tombé amoureux, Lucien il lui a Maurice ouvert la tombe radio, amoureux. et l'autre lui a ouvert la maison de disques. Il a Ouais. été la première vedette star de la maison d'Eddie Barclay. Il n'avait personne. Ouais, parce Ça que avait au tout début, ce ça qu'elle a marche pas. vendu. Au début, ça marche pas. Les 2 premiers 45 tours, ça Non, se mais vend ça, pas. c'est rien, ça. Quand on veut lancer quelqu'un, il enregistre le premier et le deuxième 45 dans l'espace de 3 mois. Elle commence, la voix, à intéresser les gens, mais les chansons, c'était pas ça. Ils font un petit succès. Mais par contre, lui, il savait, Lucien, parce qu'il était formidable, il savait que c'est pas avec ces 2 premiers disques Oui. que Dalida allait être lancée. Et il cherchait la chanson. Et il a trouvé avec Bambino Oui. que ça a été une petite révolution, pas seulement chez nous en France, mais dans le monde. Écoutez, Bambino. Bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Il y a toujours une chanson accrochée à nos souvenirs. Il y a toujours une chanson accrochée à nos souvenirs. Il y a Vous voulez entendre toujours- ça? Parce que c'est incroyable. Quand ils entendent la présentation de cette chanson, vous voyez Pascal Sevran, il y a toujours une chanson accrochée à nos souvenirs. C'est une chanson Gégère Guirette et elle la transforme. On l'entend tout de suite après. Elle en fait une chanson de Dalida merveilleuse. Il y a quelque chose d'incroyable dans son interprétation. Et il y a la magie d'Alida, tout le monde disait, même quand elle prend une adaptation, une chanson étrangère et elle adapte en français, ça devient la chanson d'Alida, quitte à oublier l'original. Oui, Elle avait ce qu'on appelle la personnalité, elle avait un timbre particulier aussi. oui. Écoutez cette chanson-là. Je ne serais pas Dalida si j'étais pas comme ça. On peut bien dire ce qu'on voudra, tu ne serais pas Dalida si t'étais. Et là, dans cette chanson-là, comme disait Miss Tinguette, elle parle de vous. Non, parce Cher qu'étant donné Orlando. que à l'époque, quand je chantais, Elle dit, on dit que c'est mon frère qui chante, c'est pas vrai. mais parce qu'on avait, c'est normal, je suis son frère, j'avais une admiration pour elle, on a un peu le même accent, donc c'est normal. Tout le Mais monde vous aviez disait, même quand fait une Dalida carrière dans la fatiguée, chanson, c'est son frère Orlando. Vous qui aviez chante. fait des disques, vous aviez chanté vous Oui, aussi. pendant 5 ans. Oui. Mais Donc vous nous confirmez, c'est bien Dalida qui chante, c'est pas vous, hein? oh, de temps en temps, c'était moi. C'est pas vrai bon du tout, je rigole, bien sûr. Non, ça, c'était une boutade, un clin d'œil Oui. de Pascal Sevran avec Jean-Jacques Debout qu'ils avaient fait la chanson, Oui, oui. et un clin d'œil à Miss Tinguette. Et puis là, c'est le succès, évidemment. Elle va être décorée par le général de Gaulle. Ça devient une personnalité phare du music-hall en France. Elle le vit comment, ce succès, Dalida? Mais Dalida, malgré son allure, j'aime pas ces mots de femme fatale, malgré son charisme, sa personnalité, son élégance, sa beauté, dans la vie, elle était une femme très simple et humble. Toujours élégante, oui, même dans la journée, mais humble et simple.
je pense, vous savez, elle ne nous a jamais fait état de ce qu'elle ressentait. Elle travaillait, c'était une grande professionnelle. Elle disait toujours que son travail, on n'y arrive pas, même si on a du talent. Il faut à côté beaucoup de travail. Elle sacrifiait tout à son travail aussi, peut-être. Ah, mais là, toujours, mais vous savez... Peut-être trop. Ah oui, exactement. Elle voulait être Dalida. Voilà. Et puis, et Dalida, c'était quand il y a eu un peu le conflit, comme vous savez, pas la légende, que vrai, entre la fin de sa vie. Si vous voulez, bon, la femme elle avait mis un peu de côté Yolanda. Yolanda, c'est son vrai nom, pour s'occuper que de Dalida. Mais elle a compris aussi que Dalida, c'était quoi? C'était l'œuvre de Yolanda. C'est Yolanda qui a construit cette Dalida de brune blonde depuis qu'il a propulsé. Comme vous dites, en fait, elle s'est construite. C'était son enfant. Dalida, c'est une construction et elle était un peu... C'est pas une construction, c'est une personnalité parce que Dalida, après, et on voulait presque, Yolanda, on voulait à Dalida de lui avoir volé sa vie de femme. Mais Dalida, Yolanda ou Dalida, elle a fait tout pour être Dalida. Même ses amours les a sacrifiés. Oui. C'était son choix. Et elle a voulu être Dalida, elle est devenue Dalida, et de quelle Dalida? Avec en majuscule, comme on dit. Voilà, après, on ne peut pas reprocher, voilà. Mais je pense que quand elle est partie, c'est facile de le dire maintenant, il y a eu, comment ça s'appelle, la réconciliation, si j'ose dire ce mot-là, entre Yolanda et Dalida, parce que Yolanda a compris qu'elle devait se retirer. Elle avait fait Dalida, c'était son œuvre, et que pour que Dalida rentre dans l'éternité, il fallait qu'elle se retire. Et même ce pari, elle l'a gagné, puisque Dalida, on peut dire qu'elle est éternelle, presque aujourd'hui. Oui. Regardez, sur des images intimes, et où justement Dalida se confie sur son métier. Regardez. La chanson, je travaille dans ma tête, tout simplement. Je les pense, je me vois sur la scène, je ferme les yeux, et puis je m'imagine faire un geste ou un autre, ou telle expression. Alors je les vis d'abord à l'intérieur de moi, et une fois que je les possède bien, à ce moment-là, j'essaye de le donner au public. Il faut être impudique sur la scène. C'est-à-dire qu'il faut être impudique parce qu'on donne quelque chose, mais en même temps, il faut avoir une pudeur intérieure. C'est dans la solitude qu'on arrive à communiquer et à communier avec l'extérieur, avec les autres. J'ai à côté de moi mon frère qui me soulage énormément, qui s'occupe de la promotion, qu'il me connaît tellement bien, il y a une identification tellement grande qui fait qu'il sait exactement parfois ce que je pense, ce que je veux. Alors il me soulage énormément et quand on lui apporte une chanson. Une fois on a fait un pari, on s'est dit voilà tant de chansons et je vais choisir et tu vas choisir sans me le dire. Et nous sommes tombés exactement sur les mêmes chansons. Il me connaît tellement bien que c'est formidable. Avant, c'est moi par exemple, quand il y avait une nouvelle chanson, c'est moi qui allais voir le chef d'orchestre, je disais je veux ça, c'est moi qui allais au studio pour faire le mixage, pour faire le montage, les pochettes, la production, je faisais tout ça. C'est impossible pour un artiste de faire tout ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'aime vraiment, c'est mon frère, c'est Orlando, et lui maintenant il s'occupe de toute la production, de tout ce qui est promotion, et moi je m'occupe simplement de ce qui est artistique, scénique. Sur la scène, je suis moi toute seule, c'est moi qui fais les lumières, c'est moi qui trouve la mise en scène. Tout ce qui est scénique, c'est moi. Je suis mon propre metteur en scène. C'est touchant de l'entendre parler de vous, Orlando. Oui, Elle dit, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aime, c'est mon frère. Elle vient de dire ça. Mais on était les âmes sœurs, comme il y a une émission il n'y a pas longtemps, Arte nous a dédié, Dalida, Orlando, les âmes sœurs. On s'est complétés. Moi, d'ailleurs, quand j'ai arrêté de chanter, je n'ai eu aucun regret, aucun sacrifice. Car vraiment, ma vocation depuis petit, c'était de m'occuper d'elle. Parce que même malgré que j'étais plus jeune, j'ai eu ce sens de vouloir la protéger, car j'ai toujours senti qu'il y avait une fêlure chez ma sœur depuis l'enfance, qu'elle a emporté avec elle toute sa vie. Voilà, je voulais la protéger et puis on se comprenait vraiment très bien. Je dois lui rendre justice. Si c'est moi qui trouvais qu'il y avait beaucoup d'idées de chansons, les tubes, elle, Dalida, sur scène, elle était la patronne, vraiment. Elle choisissait les chansons qu'elle voulait chanter et c'est normal puisque c'est elle qui les chantait, c'est elle qui les défendait. Et comme elle a dit exactement, c'était son propre metteur en scène. C'était une très grande professionnelle
qu'elle avait un grand souci du détail. C'était une perfectionniste. Elle m'a inculqué ça. Et moi, j'essaie de continuer son œuvre, exactement. Mais il y a eu, franchement, on était 3 frères, vous voyez. Mon frère aîné, c'était un homme délicieux, extraordinaire. Il s'appelait Orlando. Le vrai Orlando. Vous avez repris son prénom. Oui. C'est Lucien Maurice qui avait décidé. Lucien Maurice, c'est le mari de Dalida, le seul, celui qui a lancé Dalida avec Eddie, qui avait eu cette idée au moment que je voulais chanter. Il dit, Bruno, ça va pas, tu vas t'appeler Orlando. Et je lui ai dit, mais Lucien, mon frère aîné s'appelle Orlando. Il a eu ce mot pas très agréable vis-à-vis de mon frère. Ça n'a qu'une importance. Toi, on te connaîtra. Lui, personne ne le connaîtra. C'était pas gentil. Mais mon frère, après, je suis quand même pas. Après, je l'ai toujours senti. Il a accepté. C'était un homme formidable. Mais je sais aussi que ça lui a un tout petit peu. Dans sa vie, ça lui a apporté un peu de confusion parce que beaucoup de fois, quand on disait Orlando, il disait « Ah, vous chantez ?» Il dit « Non, ça c'est mon frère cadet qui chante, c'est pas moi. » Ça lui a compliqué un peu l'existence. Et comme je disais, on était 3 frères. Lui, il était comme ton oncle, le grand frère, un peu protecteur et tout ça. Mais ceux qu'on était, les 2 qui étaient mordus du spectacle, du cinéma, de la chanson, c'était elle et moi. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette complicité, parce qu'on aimait la même chose. Oui, on va voir des images d'ailleurs, on voit ça. C'est très touchant parce qu'évidemment la chanson dont il est question, donc que vous travaillez là à ce moment-là, c'est un immense classique de son répertoire. Et on va vous voir avec elle, avec les compositeurs de cette chanson immortelle. Regardez cette séquence. C'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait Arriva Gigi amoroso. Bruno, Mickey, Lana, dis-moi, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je la trouve un peu triste comme ça, avec ces chœurs-là. Vous voulez pas venir avec moi? Gigi l'amoureuse, il y a toute une mise en scène parce que c'était un peu une comédie musicale. Quand nous l'avons enregistrée, c'était un problème parce qu'on s'est dit jamais elle passera à la radio, elle est trop longue, elle fait 7 minutes et demie. Mais on l'avait pensé simplement pour la scène, pas pour la radio. Après, comme c'est devenu un succès, alors il la passe. Mais oui, écoutez, c'est vous qui l'avez écrite, la chanson. Bon. Alors allez-y maintenant, hein. Bon, tu nous envoies le même passage. La foule s'écriait. Catastrophe. Tu l'auras un tout petit peu plus. Non. La foule s'écriait. Arrête. Un tout petit peu plus haut la bande, parce que dès que nous chantons avec nos voix, qui sont très fortes, on n'entend plus l'orchestre. C'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait Arriva Gigi amoroso. C'est tellement émouvant de vous voir, Orlando, là, faire les chœurs avec elle et de la voir en liberté, en studio, comme ça, comme elle était. Mais c'était une très, très grande professionnelle, Dalida. Et vous savez, elle a passé presque sa vie en studio parce qu'elle enregistrait Dalida en 9 langues. C'est-à-dire qu'elle, sur 6 langues, elle a fait vraiment carrière, mais elle chantait en 9 langues. Donc, et ensuite, elle devait aller chanter parce qu'elle était mondialement connue. Donc, elle a passé sa vie sur les routes, dans les avions, dans les studios et dans les théâtres du monde entier. Mais en même temps, on n'est pas Dalida. Oui. Ouais, si. Elle disait toujours que ça ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut aussi beaucoup travailler parce qu'elle disait 50% c'est le talent, 20% c'est la chance et 30% c'est le travail. Oui. Elle a beaucoup travaillé, c'était une perfectionniste. C'est pour ça que
À la fin, elle était un peu fatiguée de tout ça, mais elle voulait. Parce que je me rappelle toujours une phrase d'elle qui m'avait marqué quand on était en Égypte, qu'elle avait donc eu ce succès de films. Et il y avait un très grand metteur en scène qui était, je crois, italien, je me rappelle, Zarpanelli, donc ça devait être italien, qui lui avait proposé un contrat de 5 ans pour l'Égypte. Mais Dalida, elle avait eu cette phrase. Elle a dit, l'Égypte c'est bien, mais je veux le monde. Ouais. Elle a eu le monde. Incroyable. Mais cette phrase, elle l'a marquée. Extra. Ouais. Il y a des phrases comme ça qui restent. Ouais. Écoutez-la, elle se confie là. Écoutez ça. Mon enfance, je voulais absolument réussir dans la vie, c'est ce qui est arrivé, et je l'accepte entièrement. D'ailleurs, cette célébrité, je l'ai cherchée. Cette célébrité, je l'ai cherchée, mais je dois dire qu'elle ne m'a pas rendue complètement heureuse, parce que bon, j'avais réussi dans la vie, mais ma vie, je ne l'avais pas tellement bien réussi. Ce succès, je le cherchais, ne m'a pas rendue complètement heureuse. Bon, disons qu'elle s'en est rendue compte un peu tard, disons, parce que toute sa vie, elle a voulu la chercher. Et là, je voyais New York, je voulais dire un mot sur New York. Là, c'est dans la loge, quand elle reçoit l'Oscar mondial du succès 10, c'est la seule qu'elle a eu un Oscar pour ses ventes, qu'elle était numéro 1 dans 12 pays avec Gigi et dans 8 pays avec... elle venait d'avoir 18 ans. Et les gens ne savaient plus quoi lui donner. Et donc, toute la profession a décidé de lui donner l'Oscar mondial succès du disque. Là, c'est à l'Olympia. Mais ce souvenir, quand on voit sur la scène du Carnegie Hall, ça restera un souvenir extraordinaire. C'était, comme elle avait dit Jacqueline Cartier, la journaliste de François à l'époque, le journal, Dalida, c'est le rêve de l'ONU. Il y avait toutes les nations dans la salle. Mais c'était fabuleux. Alors, chaque fois qu'elle commençait dans une langue, on sentait une partie de la salle qui commençait à crier. C'était formidable, un souvenir magnifique. Et en même temps, on l'a dit, les amours qui ne sont pas là. Elle va avoir ces drames, le suicide de Luigi Tenco, cet avortement, le fait qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Et puis ensuite, il y a des relations qui ne durent pas. Même si, par exemple, avec le comte de Saint-Germain, il va se passer quelque chose pendant 8 ans, mais lui-même va se suicider après. Il y a beaucoup de morts. Vous savez, Dalida, c'est une vraie femme. Elle a eu la vie d'une femme, riche dans tous les sens du monde, dans la carrière, mais aussi dans sa vie privée. Il ne faut pas croire que Dalida était une femme triste. Dalida a mordu la vie à pleines dents. Elle rigolait, riait, elle était heureuse. Pas... Il y a une image à cause de la parce qu'on se dit, Lucien Maurice, dont on parlait tout à l'heure, va se suicider. Oui, mais ça, c'est... Tenco se suicide. Elle a eu une vie pleine. Le comte de Saint-Germain se suicide. On n'arrive pas au paradis avec les yeux secs. Donc, il fallait aussi des larmes. La gloire et les larmes. Bon, il y a eu un livre d'ailleurs qui lui était dédié. Elle a tout eu. Qu'il soit les bonheurs, les malheurs chez Dalida, rien n'était petit. Il n'y avait pas de petits bonheurs et petits malheurs. C'était tout énorme. De grands malheurs, de grands bonheurs. À chaque fois, elle croit que ça va être... Elle a vécu, elle a eu des amours, elle l'a aimé, elle a été aimée. Tout ne s'est pas passé peut-être comme elle l'aurait souhaité. Mais le premier drame d'Dalida, c'est la rencontre avec Luigi Tenco, que j'en ai parlé tout à l'heure. C'était un des grands amours, pourtant c'est le grand amour de sa vie. Et lui, c'est celui qui s'est suicidé pendant qu'il était avec Dalida, pendant 6 jours. Mais Lucien Maurice, quand il a eu son drame, ça faisait 10 années qu'il était séparé. Ça n'a pas de rapport avec Dalida, la mort de Lucien Maurice. Non, mais pas du tout. Ça faisait 10 ans qu'il avait refait sa vie, qu'il était père de 2 enfants, mais c'est l'homme, même si au début, quand elle l'a quitté,
quelques mois après le mariage, mais ça faisait 5 ans qu'ils vivaient ensemble. Donc, quand ils se sont mariés, l'amour était passé. Il faut dire, Dalida s'est mariée presque par reconnaissance. Lui, Elle avait un autre homme déjà dans sa vie. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Ça, c'est des légendes de médias. D'ailleurs, ça avait fait aller tellement de bruit que tout le monde se rappelle. Enfin, les gens de l'époque, ça va de soi. Quand elle s'est mariée, l'amour était terminé. Et quand elle est partie à Cannes avec Eddie Barclay, qu'elle a rencontré, c'était une jeune fille, encore une jeune femme plutôt, qu'elle avait donné travailler, qu'elle n'avait pas connu la passion de l'amour proprement dit. Quand elle la rencontre avec ce peintre qui s'appelait à l'époque Jean Sobieski, il y a eu une passion énorme, comme une passion d'une femme qui n'avait pas eu de passion parce qu'elle avait dédié tout son temps. C'était un peintre qui ne s'était pas réalisé encore. Ça a été un amour de passion. Et vraiment, elle a fait un coup de tête qu'elle est partie. Elle est partie, elle a quitté Lucien Maurice. Voilà. Dalida n'était pas une femme qui pouvait trahir son mari caché parce qu'elle pouvait avoir un amant, elle pouvait avoir un amant comme tant d'autres gens. Elle ne pas le faire savoir. Elle était tellement honnête que quand elle est tombée amoureuse, elle a quitté Lucien Maurice. Même si ça fait un grand scandale. On a dit une relation avec François Mitterrand, par exemple, qui aurait été mal vécue. Oui, mais ça a été des amours. Non, les amours de Dalida, on les connaît. François Mitterrand ne peut pas l'annoncer comme ça. Personne n'était là pour le savoir. Il y a des bruits, vous le savez, Orlando. Et tout ce que je sais, c'est privé et ça restera privé. Donc, en plus, François Mitterrand, c'est pas n'importe qui. Ça a été un président, un grand président. Donc, c'est une histoire, c'est autre chose. Mais les amours officiels de Dalida, c'est Lucien Maurice, c'est Louis Jutenko, c'est Richard Chanfray, qui se disait comte de Saint-Germain. Qui savait transformer le plomb en or. Voilà. Qui était et qu'il était éternel. La preuve qu'il ne l'était pas puisqu'il est mort. Donc, ce sont les 3 hommes. Et lui aussi, quand il s'est suicidé, ça faisait 4 ans qu'il était séparé d'Dalida. Il vivait avec une autre femme. D'ailleurs, ils se sont suicidés en même temps. Donc, tout le reste, c'est des légendes. C'est les médias. La légende, par exemple, qu'elle ait une relation avec Alain Delon, c'est une légende? Non. Alors, Alain Delon... Il ne faut pas sauter les étapes, parce que là, je perds vraiment mon credo, là. Et non, c'est dans une émission de son vivant, Dalida n'en a jamais parlé. Moi-même, si j'étais très près d'elle et sa cousine était presque sa confidente, Dalida ne racontait pas sa vie privée. Elle était très secrète sur ce côté-là, sauf peut-être avec sa cousine, histoire de femme. Mais elle ne parlait pas de ça avec moi. Bon, on était spectateurs, on était quand même au courant. Bon, mais... Avec Alain Delon, on ne l'avait jamais su. On savait qu'ils avaient commencé leur carrière ensemble. Il était voisin de palier au début. Exactement. Quand elle arrive à Paris. Oui, lui, il arrivait d'Indochine, elle arrivait du Caire. Tous les deux voulaient être célèbres, faire du cinéma. Lui est devenu star au cinéma et elle est devenue star dans la chanson. Ils se sont toujours fréquentés amicalement et après, jusqu'à ce duo mythique Parole-Parole et tout le reste. Mais quand elle est partie Michel Drucker m'avait dédié un vivement dimanche. Il m'avait fait cet honneur d'être là. Et alors, sachant que moi j'avais une grande admiration, que j'ai toujours d'ailleurs pour Alain Delon, ils m'ont fait la surprise pendant l'émission qu'il y avait Alain Delon avec une interview extraordinaire qui était dédiée et donc il parlait de Dalida. Et c'est là qu'il nous a annoncé comme ça, tout simplement, qu'il avait eu une histoire d'amour avec Dalida, 62 ou 63. Ils s'étaient aimés à Rome, mais ils sont restés amis. C'était, je pense, une aventure. Voilà. Et c'est comme ça. Il a été révélé. Et en plus, ce qui m'a fait pousser, parce que j'ai dit, oh, il est tellement beau, Alain Delon. Quand je l'ai su, j'ai dit, ben, tant mieux. Au moins, il y aura quelqu'un dans la famille qui l'a eu. Voilà. Mais ça, c'est une boutade, bien sûr. C'est lui qui l'a révélé, on ne le savait pas. Mais c'était une aventure. Les 3 hommes de sa vie, Dalida, c'est Lucien Maurice, Jean Sobieski de passage, mais alors, Louis Jutenko,
et Richard. Après, bien sûr qu'elle a connu, heureusement pour elle, d'autres hommes. Oui, Parce qu'il ne oui. fallait pas simplement qu'elle travaille. Donc elle avait quand même des compagnons. Ça, alors, Mitterrand, c'est une affaire à part. Personne n'est là et ne sont pas là pour les confirmer tous les deux. Donc ça, on arrêtera là. Oui. Elle a eu d'autres gens. Elle a eu Arnaud Desjardins, qui était un philosophe, un écrivain plutôt, qui a eu une histoire au moment quand elle ne savait plus où on était après son suicide, qu'elle ne savait pas s'il voulait arrêter de chanter ou pas chanter, qu'elle est partie, elle a fait 4 voyages au Népal, en Inde, elle a fait, voilà. Et donc lui a eu cette période-là, une période un peu sagesse. Il avait écrit le chemin de la sagesse, mais je crois que quand même, il lui avait plutôt compliqué la vie. Ouais. Donc ce n'était pas si sage que ça. Ouais. Voilà. Confidence, cher Orlando, parce que c'est magnifique de l'entendre, d'entendre votre sœur. Écoutez-la parler justement de toutes ces questions, la vie, la mort. Écoutez Dalida. Pour arriver tout au bout du voyage. Quand j'avais 28 ans, c'est très jeune, j'avais peur de vieillir. Et maintenant que j'en ai 40, je n'ai pas peur du tout. Je crois que j'ai dépassé cette peur parce que quand on a peur de vieillir, on vieillit. Si je me réveille tous les matins, c'est une nouvelle journée pour moi. C'est aussi une renaissance, c'est un peu rajeunir. À un moment de ma vie, c'était une préoccupation et j'avais peur de la mort. D'ailleurs, j'ai voulu mourir même. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes bagages, et je bats la semelle dans des pays de malheur. Aujourd'hui, quand je pars à l'aventure et en voyage, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Et puis, je me suis analysée et je suis arrivée à dire que quand on a peur de quelque chose, cela veut dire que quelque part en nous, on connaît cette chose-là. Alors, en principe, l'être humain ne connaît pas sa mort. Cette peur de la mort, il se peut qu'elle provienne de notre naissance. Et je me suis libérée de cette peur, je suis très contente. Et je pense aussi que quand on a peur de la mort, on ne vit pas. On ne vit pas bien. Parce qu'on vit avec la mort à côté et finalement, on ne voit pas la vie. On ne voit pas la vie passer. Peur de mourir, c'est peur de vivre. Alors, quand je monte sur une scène, entre les coulisses et la scène, c'est une mort et une naissance. On ne fait que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est à un niveau, bien sûr, inconscient. Ce qui est incroyable, c'est qu'on entendait ses confidences, puis là on voit la grande Dalida heureuse qui chante du disco derrière, C'est drôle parce que avec ses couleurs. vous avez lu Ouais. de mes pensées. J'ai dit voilà la Dalida qui parle, la Dalida qui pense, la Dalida culturelle, et tout d'un coup vous voyez la femme paillette et tout ça. C'est ensemble parce que pendant 4 ans, étant donné qu'on était des familles modestes, donc on n'avait pas fait de grandes études. Donc 4 ans, elle a rattrapé. Elle est allée même à la Sorbonne, Dalida. En 4 ans, elle a fait que lire. Elle voulait nourrir son âme. Ouais. Et même ce pari, elle l'a gagné. C'était une femme forte, Dalida. C'était pas une femme faible. Hein. Ouais. Les gens ne pensent pas du tout. Une femme forte. et une D'ailleurs, femme, elle ouais. n'aurait pas pu faire tout ça s'il n'était pas avec un caractère d'acier. Généreuse. Je pense tiens à Mike Brandt. Elle le prend en première partie de son spectacle alors qu'il est débutant. Elle va à son chevet quand pour la première Il fois a demandé. il essaye de se suicider une première fois. Elle est là, Dalida, pour lui, pour Mike Brandt. Oui, quand il s'est réveillé, il avait demandé à son producteur de l'époque, Ventrop, je crois, et il lui a dit qui voulait voir chez Dalida. Et je me rappelle parce que nous, on était en tournée au Québec, et Ventrop appelait Dalida, il disait, tu sais, Mike vient de se réveiller, il aimerait tellement te voir. Il dit, écoute, je suis en tournée, dès que je termine la tournée, que j'entre à Paris, j'irai le voir. Et c'est vrai, quand elle est rentrée, Ventrop a mis à sa disposition
un avion privé. Il est allé le voir. Elle est restée, je crois, 3-4 heures seule dans la chambre. Ils se sont dit plein de choses. Ça restera entre eux. Et puis elle est rentrée à Paris. C'est-à-dire que quand ils se sont rencontrés, je pense qu'au début, Mike est presque tombé amoureux de Dalida. Dalida, par contre, même s'il le trouvait très beau, l'a pris en protection comme quelqu'un qui débutait dans ce métier, comme un petit frère, disons, comme un frère. Et il y a eu une complicité, une affection entre eux formidable. Et tout le monde avait dit, les journaux, toujours encore les médias, qu'ils étaient ensemble, qu'ils avaient une histoire d'amour, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les gens peuvent être aussi amis sans passer par la case lit. Écoutez, quand même. Et là encore, il y a le suicide. Cette fois, il va réussir. Mike Brandt va mourir. Je pense que Dalida le vit comment, ça? La mort de Mike Brandt. Mais vous savez, elle qui était passée par là, comme elle dit dans sa chanson Mourir sur scène, il savait de quoi elle parlait et de quoi ce pauvre garçon. Mais lui aussi, c'est un traumatisme de l'enfance, hein, parce que il paraît que c'est lui qui l'a dit à Dalida. Jusqu'à 4 ans, il ne parlait pas. Il a eu un conflit, pas comme Dalida avec son père, mais avec sa mère. Mais Édipe, voilà, l'Édipe à l'envers, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il ne s'en est jamais remis, le pauvre, hein, malgré son succès. Moi, qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Elle l'a chanté, elle l'a fait. Mais elle a tout choisi, même son départ. Elle a dit, toujours disait, personne baissera le rideau pour moi. Le jour que je le déciderai, je le ferai à ma manière. Et elle l'a chanté à ma manière, et elle l'a fait à sa manière. Elle a toujours tout décidé dans sa vie. Le 3 mai 1987. Exactement. Et ce soir-là, elle trompe tout le monde en disant qu'elle doit aller voir un spectacle de Jérôme Savary. Elle s'enferme chez elle. C'est-à-dire qu'elle a dit, elle a fait croire à son habilleuse, qui était aussi sa femme de compagnie, sa dame de compagnie, pardon. Elle a dit, sors-toi, amuse-toi, parce que moi, de toute façon, je sors, je rentrerai tard. Elle avait été avec son impresario, M. Ribet. Mais donc, elle a même accompagné en voiture Jacqueline, que Jacqueline c'était son habilleuse. Elle est partie avec la voiture, son Austin, elle a fait le tour du pâté, et elle est rentrée chez elle. Et bien sûr, elle a mis la voiture, elle a enfermé son petit chien dans la cuisine, il lui a donné à boire, à manger, et il a fermé la porte, et puis elle est montée, elle a fait, bon, c'est qu'on sait, voilà. Et elle a laissé un petit mot, tout petit, tout humble, comme ça. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Mais elle a fait croire beaucoup de choses, parce qu'elle a... Mais il y a aussi une raison de ça, parce qu'en principe, elle devait aller au théâtre avec la personne qui partageait un tout petit peu, sans habiter ensemble, sa vie depuis quelques mois. Quelqu'un qui faisait un pas en avant et 4 en arrière. Qui n'était pas libre. Savait même Cette personne n'était pas libre. Non, parce qu'il était un peu craintif. Il n'osait pas s'engager parce qu'il avait eu un divorce difficile avec sa femme. Et donc, il n'osait pas s'engager. Bon, moi, je pense que Dalida... Elle aimait bien l'avoir quelqu'un, c'est-à-dire, c'était un peu pour elle, je suppose, je ne suis pas elle, donc c'est des suppositions, c'était un peu la dernière chance, comme on dit, mais on ne peut pas dire que ça a été un grand amour de Dalida. Non, c'était peut-être la goutte qui a fait déborder. C'est pas ça qui a déclenché ce qui s'est passé. Non. Vous savez, Dalida a tout réfléchi, tout ça. Ça faisait un moment que Dalida n'était pas très bien. Elle était en dépression. On ne peut pas dire en dépression, parce qu'en dépression, ça dit qu'elle n'aurait pas pu continuer à faire son métier, mais elle n'allait pas bien. Et elle avait perdu l'envie. L'envie, comme la chanson, l'envie d'avoir envie. Elle faisait les choses mécaniquement, parce qu'elle était professionnelle, très honnête intellectuellement. Qu'est-ce qui s'était rompu en elle, qui avait amené cette situation? Plein de choses. Parce qu'elle était encore jeune, mais... elle s'est posé déjà des questions, qu'elle n'avait pas un homme fixe dans sa vie, un compagnon, comme on dit, qui pourrait vieillir ensemble, et que c'était peut-être un peu tard pour elle de recommencer sa vie, qu'elle avait eu quelques déceptions auparavant,
Et en plus, bon, qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'il aurait pu être là pour la soutenir. Oui. Donc tout ça, ça a commencé depuis un an. Ça la faisait beaucoup réfléchir, beaucoup. Elle ne voyait plus tellement les choses en rose. Mais- Voilà. Et elle s'était isolée. Ouais. Isolée. Des fois, elle s'était enfermée de là-haut dans sa chambre, comme une grande pharaon, avec des livres, avec des objets qu'elle affectionnait, et regardait tard la télévision le soir, ce qui fait que elle s'était enfermée, elle avait personne n'a- presque fermé Oui. sa porte. Non, Personne n'a rien vu venir. mais non, Oui, mais bien sûr. on la voyait pour le Ouais. travail, on la regardait, puis on lui disait, Dalida, ça ne va pas. On n'était pas aveugle. Mais Dalida, vous savez, c'était pas une femme qui se laissait dicter quelque chose. Hein, quand elle a décidé. Deux fois, quand on a essayé avec ma cousine, sa cousine aussi, dire, mais Dalida, ça ne va pas, il faut que tu vois quelqu'un, tout ça. Elle disait, à moi, elle m'a dit, toi, tu t'occupes de ma carrière, tu t'occupes très bien, de ma vie, je m'occupe moi-même. Oui. Soyez tranquille, tout va bien, tout va bien. Elle avait fermé sa porte sur son jardin secret. On ne pouvait pas, elle ne se laissait pas Dalida pénétrer comme Ouais, ça dans son intimité. Hein. Oui, elle laisse un mot, vous l'avez dit. Hein. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Elle laisse aussi une lettre à son compagnon du moment. Et elle laisse aussi une lettre pour vous, Orlando. Non, elle a laissé, vous savez, voilà, ça, tous les journaux, on dit ça à une époque, mais la vérité, je vous l'ai dit, ça fait juste 2-3 fois, parce qu'on ne m'a pas posé la question, je n'ai pas eu le temps de m'exprimer. Vous venez de me poser la question, je vais vous répondre. Elle a écrit une lettre à François, c'est-à-dire le compagnon du moment, parce qu'après je l'ai lu, mais il me l'a fait lire parce que j'ai exigé. Elle disait qu'elle n'avait pas su la comprendre, qu'elle n'attendait rien, qu'elle ne voulait rien, simplement un ami plutôt qu'un compagnon. Bon, une lettre assez belle et assez dure, quand même, pas assez dure, en disant, mettons les points sur les i. Voilà, ça, la lettre à lui. Elle a laissé ce petit mot à son public, mais à moi non, parce qu'elle savait très bien que si elle m'écrivait une lettre, l'émotion l'aurait pris et peut-être qu'elle n'aurait pas été jusqu'au bout. Non, on avait parlé bien avant, elle me donnait des signes en voulant m'embrasser. Moi, je n'aime pas embrasser personne. Et elle disait souvent, ah, je t'ai tort parce qu'un jour tu vas regretter qu'on ne sait pas enlacer souvent. Et voilà, mais elle ne m'a jamais laissé de lettres, c'est pas vrai. C'est son premier suicide qu'elle avait laissé une lettre à sa mère, à son public, à cause de ce qui venait de se passer, et à Lucien Maurice, de prendre soin de sa mère. Voilà, c'est ça la vérité. Mais à la fin, je pense qu'elle n'a pas pensé rien. Ouais. Dalida n'était plus rien. Elle a simplement mis les points sur les i à celui qui partageait à sa façon sa vie dernièrement, et puis à son public et à nous tous, ce petit mot, c'est simple, c'est humble. Oui, mais qui veut dire tant. Mais la dernière fois, vous l'avez vu, vous avez vu votre sœur. La veille. Elle peut-être savait ce qu'elle allait faire à ce moment-là. Oui, parce Ouais. qu'elle, vous savez, elle venait de rentrer d'un gala en Turquie où elle avait chanté à Antalya devant le président turc. Étant donné que c'était mal passé, pas avec le public et le succès, mais avec un avion, c'est-à-dire celui de la zone où on ne s'était pas réveillé, donc un avion. Ensuite, l'avion, toutes ses robes étaient restées à Paris. Et donc, ça dit, tout s'est mal passé. Imaginez-vous qu'elle a récupéré ses robes 1 heure avant qu'elle rentre sur scène. Ces musiciens n'ont pu répéter puisqu'il n'y avait pas les instruments. Ils n'étaient pas venus avec le preneur de son, puisqu'ils ne s'étaient pas réveillés. Donc, elle était arrivée avec un avion plus tard. Elle a commencé à répéter juste une demi-heure avant que le spectacle commence. Et certains invités qui commençaient à rentrer, ils la voyaient, elle était encore avec les bigueries sur la tête. Donc, c'est mal passé, elle est rentrée. Mais pareil, par contre, là, je pense qu'elle avait décidé, parce qu'Antoine et l'impresario qui était avec elle, qui l'avait accompagnée, moi je ne l'avais pas accompagnée, et ils ont dit qu'elle n'avait jamais chanté aussi bien, surtout mourir sur scène. C'est comme peut-être sa manière à elle de dire au revoir. Peut-être qu'on
mourir sur scène, dans sa tête, peut-être que c'était la dernière fois qu'elle montait sur scène. Elle n'avait jamais chanté avec une telle violence, une telle vérité. Elle est rentrée qu'elle était à prendre avec la petite cuillère et presque, elle pleurait tellement qu'elle disait « Je suis fatiguée, je n'en peux plus ». J'ai essayé de la calmer, tout ça, mais c'est 3 jours qu'elle est passée avant qu'elle fasse le geste fatal. Et en plus, l'autre, je n'aime même pas le nommer, qu'il devait venir pour dîner avec elle et à la dernière minute, il s'était commandé comme il faisait souvent. Tout ça, elle a dû dire basta, comme elle a vraiment assez. Ouais. Et quand elle m'a vu que j'avais été le voir, parce qu'en plus elle devait faire une séance de photos le dimanche, pour Jour de France, mais il devait le faire avec plein de robes, mais sur toutes les places de Paris, que c'était destiné à la France et au monde entier. Mais il faisait tellement mauvais. Moi, je l'appelle la veille, le samedi, je lui dis, écoute Dalida, on va annuler la séance parce que demain, la météo, il fait déjà froid, mais ils disent qu'il va pleuvoir. Tu ne peux pas te permettre, puisque lundi, tu enregistres ton nouvel album. Les photos, on va le décaler, la séance. Elle a dit, tu as tout à fait raison. Mais ce n'est pas vrai parce qu'elle avait déjà décidé. Oui, voilà. elle ne le ferait pas. Et donc, c'est la dernière fois que je l'ai eu au téléphone. La veille, je l'ai vu. Et la veille, le samedi, le fameux samedi, qu'elle va... Vers 9h du soir, elle va prendre les pilules, là. Bon, vous savez, je n'ai pas tellement envie de parler de ça. Vous savez, ça fait 36 ans que je raconte cette histoire et ce n'est pas agréable. Et ça me met dans un état... Ça me replonge. Moi, j'ai envie de voir Dalida heureuse, fabuleuse. Et tout ce qui se passe autour d'elle, elle est éternelle. Elle ne mourra jamais. C'est ça, ma Dalida. C'est pas la Dalida de ce moment-là. Ouais. On va la voir, la Dalida qu'on aime. On va voir des images resplendissantes grâce à vous, Orlando. C'est comme et ça elle chante. que je vais la voir. Ouais. Avec le temps. Mais regardez comme elle est belle, Dalida. Et voilà, en regardant ces images, on comprend pourquoi. C'est une diva absolument éternelle. On l'écoute. Ah oui, merci super. Orlando pour toutes ces confidences. Regardez. Sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, s'évanouit. C'est vrai qu'on a envie de penser au bonheur. Bouleversante, Ouais. là. Elle a, comme on dit, une gueule. C'est pour ça, en dehors de sa façon physique, intemporelle, quand on voit les photos, même si elles sont masterisées, les photos, mais on dirait qu'elle est sortie hier des séances de photos. Elle a une gueule, c'est pas une poupée Barbie, comme on dit. Ouais. Elle a une gueule, c'est pour ça qu'elle ne sera jamais démodée. Et les gens disent, mais parce qu'elle avait quelque chose en plus. Ouais. Elle vous parle des fois. Elle croyait aux choses Dalida. Ouais. Je ne crois pas. Elle a été un peu croyante enfant et tout ça. Ça dit qu'elle était... je crois qu'elle était croyante, mais pas pratiquante. Voilà. Mais elle avait pris... Ça dit qu'à l'école, avec les bonnes sœurs, vous savez, c'était strict, surtout à l'époque, là. Et comme elle dit elle-même, elle lui avait inculqué, pas à elle seulement, à toutes les jeunes filles, des choses qu'après, ils ont dû se défaire avec le temps de tous ces traumatismes, comme on dit. Et voilà. Et j'ai perdu le fil. Ouais. Non, mais le fil, c'est elle. Je disais quoi? Ouais. Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle vous parle? Voilà. Donc, à l'époque de Maria Auxiliatrice, parce qu'elle était à l'école des bonnes sœurs, là-bas en Égypte, à l'école italienne, c'était presque une obligation, comme on dit, l'école, la première communion, aller à l'église tous les dimanches, et tout ça. Donc, Donc, au fond de ma pensée, pour la faire courte, je pense qu'elle y croyait. Ouais. Elle ne pratiquait pas, mais après, avec le temps, comme elle le disait si bien, elle a dû se défaire de tout ce qu'on l'avait inculqué, péché, tabou et tout ça, comme à l'école, comme les bonnes sœurs, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas tellement changé, et de façon de penser. Voilà, ça c'est la Dalida.
Elle croyait qu'il y avait, voilà, ah oui, ça, elle disait souvent, je crois à la force d'un Dieu, mais pas comme les dieux qu'on a appris à l'école ou la religion nous l'a appris. Non, un Dieu, elle croyait dans la force des hommes, que tous ensemble formaient un Dieu. Elle croyait à la force elle croyait dans l'homme, Dalida. Ouais. Elle croyait beaucoup dans l'homme. Merci. Merci Orlando. Quand on voit ça, nouvel album, on va se quitter avec une chanson joyeuse. C'est Vive le vent, réorchestré en 2023. Je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité, Ouais. de m'avoir donné le temps de pouvoir m'exprimer. Voilà, et en même temps, profiter de souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année, qu'elle commence mieux qu'elle se termine. Ouais. Et puis de dire, oui, Dalida nous accompagnera toujours. Cette voix est là et elle aurait aimé savoir qu'on continue de l'écouter, qu'on continue de l'aimer après elle. Je lui ai juré, quand Ouais. elle est partie, que Dalida ne mourra jamais. J'ai toujours dit que le deuil de ma sœur, c'est privé, je ne le ferai jamais. Mais aussi, je me suis dit que Dalida, je lui ai dit, tu mourras jamais. Et le mot mort est banni chez nous. Dans mon bureau, de moi, on dit elle est partie. Voilà. On la traite au présent et c'est pour ça qu'elle est si présente. Merci. Merci Orlando. Vive le vent. Qui s'en